Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 117. Et pour ce numéro, je vous propose de faire joujou avec des hypothèses sur un théorème assez bien connu de deuxième année de classe préparatoire. J'ai nommé le théorème de Weierstrass. L'énoncé précis du jour est le suivant, soit A et B, A plus petit que B, deux réels compris strictement entre 0 et 1. On veut montrer que toute fonction continue sur le segment AB à valeur réelle est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficient entier. On peut reconnaître assez rapidement le théorème de Weierstrass, ou plus précisément le théorème de Stone-Weierstrass qui se cache derrière, puisque l'énoncé de Stone-Weierstrass propose de montrer que n'importe quelle fonction continue sur un segment, cette fois-ci, peu importe où est-ce que vous prenez donc les réels A et B, le segment peut contenir des entiers, c'est pas un problème ici. Donc n'importe quelle fonction continue sur un segment à valeur réelle est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales à coefficient donc réel. Et je pense que c'est assez légitime de se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas affaiblir un petit peu ces conditions d'avoir une fonction polynomiale à coefficient réel? Est-ce qu'on ne pourrait pas demander à avoir une fonction polynomiale, par exemple, à coefficient rationnel? Ça, je pense que vous devriez pouvoir répondre assez rapidement à cette question. Mais là, la grosse difficulté, c'est d'aller encore un peu plus loin et de se restreindre à regarder des fonctions polynomiales à coefficient entier. Et il se trouve qu'il va falloir essentiellement éviter d'avoir des entiers sur le segment dans lequel on travaille pour pouvoir s'assurer qu'on a toujours une question de limite uniforme et donc que n'importe quelle fonction continue sur le segment AB soit bien une limite uniforme de suite de fonctions polynomiales comme on le souhaite. Ce résultat, ça porte un nom, c'est un résultat assez bien connu, appelé théorème de Chudnovsky. Et ce théorème, eh bien, il va être aussi un résultat du théorème de Stone-Weierstrass. On va avoir besoin de ce résultat. Je me permets donc de redonner une référence pour ce résultat-là. Nous l'avions déjà étudié sur cette chaîne. C'était l'Exo de Colle numéro 64. Et nous avions vu une preuve du théorème de Stone-Weierstrass, ou simplement Weierstrass, probabiliste. Je pense que c'est sympa de le mentionner. Bien sûr, il existe d'autres preuves de ce théorème, mais dans l'Exo de Colle 64, on s'était intéressé à une preuve qui faisait appel à des outils de probabilité, notamment des inégalités type inégalité de bien-aimé Chebyshev, ce genre de choses qui, s'utilisent pas mal en probabilité et qui, de manière un peu surprenante, peut s'utiliser également pour démontrer des résultats d'analyse comme ici. Donc voilà, il me reste à vous dire que cet exercice peut très bien se faire en deuxième année de classe préparatoire, à condition qu'on ait donc suffisamment de bagages autour des suites de fonctions, et donc les notions de convergence simple, convergence uniforme, de suite de fonctions. Et bien sûr, un tout petit peu de topologie, ça va sans dire, puisque évidemment, on parle de questions de limites et tout ça, donc caché derrière, il y a des questions de densité qui vont apparaître. Bon voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc je vous invite dès maintenant à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé, c'est un exercice vraiment très sympa à faire. Un peu difficile quand même pour démarrer la résolution, mais quand même très sympa à faire. Alors maintenant, je vais vous donner un plan d'attaque. Si vous avez eu un peu de mal à savoir comment démarrer, là je vais vous donner vraiment un plan précis qu'il faudra suivre, ou en tout cas, je vous invite fortement à suivre pour essayer de résoudre cet exercice un petit peu plus facilement qu'avec juste l'énoncé comme ça abrupt. Et puis j'ai voulu faire en sorte que le plan que je vais vous proposer soit le plus précis possible pour que vous voyez vraiment étape par étape se dessiner la preuve. Et ce qui va être un peu surprenant, c'est le fait d'étudier un cas particulier va nous permettre de résoudre la totalité du problème. Donc, je m'explique. Nous allons voir maintenant le plan que je vais vous proposer. Tout d'abord, on va s'intéresser à un ensemble de nombres qu'on appelle les nombres dyadiques. Bon, c'est un mot un peu technique, en vrai on n'est pas obligé de connaître ce mot, c'est un peu comme dire que trois droites s'intersectent en un seul point, on dit qu'elles sont concurrentes, ça fait un peu savant, bon je me le permets ici. Donc on va étudier l'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme m sur 2 puissance s, avec m entier relatif et s entier naturel. Et on va démontrer que cet ensemble-là est dense dans R. Donc dans R muni bien sûr de la topologie usuelle, celle donnée par la valeur absolue. Ça va sans dire aussi. Donc on va montrer que cet ensemble-là, qui est donc l'ensemble des nombres dyadiques, pour ceux qui se posent la question comment ça s'écrit, voilà comment ça s'écrit, dyadique. Voilà.
Mais bon, voilà, c'est juste pour faire mon savant que je vous lance ce mot. Donc voilà, on va étudier cet ensemble de nombres et montrer que cet ensemble de nombres est dense dans R. Je pense que cet exercice peut, enfin juste cette question, peut très bien se faire en première année de classe préparatoire. C'est pas très difficile, à condition que vous ayez bien en tête comment on démontre que l'ensemble des nombres décimaux est dense dans l'ensemble des réels. Si vous avez ça en tête, en fait, vous pouvez très bien vous en sortir pour cette question. Deuxième question, qui va se découper en sous-questions, ça va être l'étude d'un cas particulier. On va considérer, hop, phi, la fonction qui a x associe 2 fois x fois 1 moins x, et pour tout n entier naturel, bon éventuellement non nul quand même, on va considérer phi n la énième composition itérée, donc la énième itérée de composition de phi. Donc on compose phi n fois, tout simplement. Alors je vais vous demander de démontrer de A que la suite de fonctions phi n converge simplement vers la fonction qui a x associe 1/2 sur bien sûr le segment AB. Puis de B, je vais vous demander de montrer en fait un peu plus. On peut montrer que cette suite de fonctions en fait converge uniformément sur le segment AB vers donc 1/2. Montrer que la suite de fonctions converge uniformément vers x associe 1/2. Toujours sur le segment AB. Alors, il me reste une troisième étape que je vais écrire ici. Je vais me découper un petit peu le tableau exprès pour avoir quand même de la place pour la résolution et essayer de garder le plan en entier sous les yeux. Troisième étape, on va noter carrément Z, on va faire un beau Z majuscule. Ça va être l'ensemble des limites uniformes de fonctions polynomiales à coefficient entier. Et là, deux questions. Primo, j'aimerais qu'on montre que cet ensemble Z est stable par addition et par produit. Donc, montrer que ce Z est stable par addition et produit. Et de cela, de tout ce qu'on aura fait jusqu'à là, on va pouvoir conclure. Donc conclure, et je vais préciser en utilisant, car je vous l'avais un petit peu spoilé déjà avant, en utilisant le théorème de Stone-Weierstrass. Car vous allez être assez étonné, mais arrivé à 3b, on va réussir à montrer qu'on atteint en fait n'importe quelle fonction polynomiale à coefficient réel. Et bon grâce à ça, on peut utiliser Stone-Weierstrass par une espèce de composition de densité, conclure que finalement on atteint n'importe quelle fonction continue sur les segments AB à coefficient réel. Bien, voilà, maintenant vous avez le plan d'attaque pour cet exercice. Je vous invite alors à faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice en suivant le plan ou pas. Si vous êtes des rebelles, c'est votre choix. Donc, faites comme vous le sentez, essayez de résoudre cet exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, on est parti pour la résolution. Et j'attaque la première question qui, normalement, est une question vraiment assez simple à attaquer. Donc, montrons que l'ensemble D est dense dans R. Et donc, comme je l'ai dit, il suffit de repenser à la preuve qui permet de montrer que que l'ensemble des nombres décimaux est dense dans l'ensemble des réels. Et pour cela, on utilisait une formule faisant apparaître en fait la partie entière. Et en utilisant cette suite-là, on montre que cette suite-là converge vers le réel qu'on aura souhaité. Donc je vais faire une caractérisation séquentielle, on le sent venir. Soit x un réel, posons la suite suivante. Donc pour tout n entier naturel, on va mettre un est égal à partie entière de 2 puissance s fois 2 puissance n fois x sur 2 puissance n. Cette chose-là, c'est bien un entier divisé par une puissance de 2, donc c'est dans D.
C'est bien un nombre diadique. Maintenant, vous pouvez montrer par les propriétés de la partie entière, étant donné que la partie entière d'un nombre, c'est toujours compris entre le nombre moins 1 et le nombre lui-même. On a alors les inégalités suivantes. Bien sûr, on peut préciser strict si on veut d'un côté ou de l'autre, mais ça ne va pas servir à grand chose dans cette question-là. Donc, on va pouvoir écrire qu'on a en fait x moins 1 sur 2 puissance n d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir x. Ici, quand n tend vers l'infini, ça tend vers x. Ici, il n'y a même pas de n, donc quand n tend vers l'infini, on va avoir x. Voilà, il n'y a que de l'amour. Et ici, théorème des gendarmes. Pour conclure, hop, gendarme, je vais y arriver. Voilà, théorème des gendarmes, pour conclure que quand n tend vers l'infini, la chose du milieu ici tend également vers x. Et donc c'est gagné, on a réussi à construire une suite d'éléments dans D qui tend vers l'élément réel qu'on a choisi au préalable. Donc ceci permet de conclure. Voilà, c'est pas la question la plus difficile à attaquer là, mais bon, ça permet de faire un peu de révision sur les questions de densité dans les réels, et notamment de se rappeler comment on démontre en fait que l'ensemble des décimaux, c'est bien un ensemble dense dans l'ensemble des réels, car en fait la preuve est vraiment du même acabit, c'est 10 puissance n à la place de 2 puissance n qu'il faut mettre. C'est tout. Bien, bon voilà, c'est ça, c'est fait. Alors maintenant on va attaquer la deuxième partie. J'efface, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo ou à revenir en arrière au besoin s'il y a une explication qui ne vous a pas paru si claire que ça. C'est fait pour ça le support vidéo, donc profitez-en. 2. Ok. Donc on va chercher à démontrer, donc 2a, on va chercher à démontrer que la suite phi n est une suite de fonctions qui va converger simplement vers la fonction qui est constante égale à 1,5 sur le segment AB. Pour cela, on va étudier la fonction phi, et puis on va étudier également une autre fonction qui va être la fonction phi de x moins x. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et ces deux fonctions vont nous aider à comprendre un petit peu plus ce qui va se passer pour notre fonction phi à chaque fois qu'on va itérer, et grâce à ça, conclure. Donc c'est parti. Alors, d'abord, on étudie les fonctions phi et x y associe phi de x moins x. Donc pour la fonction phi, c'est une fonction toute gentille, polynomiale du second degré, vous pouvez faire de la dérivée, bon bref, c'est assez gratuit. Sinon vous pouvez utiliser des propriétés de polynôme du second degré, c'est ça que je vais faire ici. Hop, ça va me permettre d'aller très vite. 0, 1. Donc le sommet de ce polynôme, donc si on voit ça comme une parabole, ici c'est une colline, étant donné que nous avons un coefficient négatif devant x carré, et donc on va avoir atteint le maximum, comme je dis, en 1,5, et si je replace x par 1,5, ce maximum va nous donner exactement 1,5. Et en dehors de ça, on va être croissant de 0 jusqu'à 1,5, puis décroissant de 1,5 vers 1, sachant qu'en 1, ça va valoir 0. Donc voilà, ça c'est pour la monotonie de phi. Phi qui est donc toujours positif d'ailleurs. Ça, c'est plutôt sympa à constater. Et un autre truc aussi à constater, c'est que l'image de l'intervalle 0, 1, ça va être un intervalle qui va être tout simplement 0, 1,5, qui est une partie où la fonction phi est croissante. Ça, c'est peut-être bien de le souligner. Maintenant, je vais m'intéresser à la fonction qui a x associe phi de x moins x, et là, je ne vais pas regarder la monotonie, ce qui va m'intéresser davantage, c'est le signe. Vous allez aussi très vite comprendre pourquoi. Donc, si je regarde cette fonction-là, alors là, je vous spoil un petit peu, je vais un peu plus vite, mais n'hésitez pas à faire plus de détails au besoin. Mais il se trouve que la valeur où on va changer de signe, c'est en 1,5, et avant cela, on va être positif, et après cela, on va être négatif. Voilà. Je ne fais pas tout le détail, mais on pourrait faire le détail en développant, en regardant un petit peu plus la tête du polynôme du second degré et constater en effet ce changement de signe en 1,5. Et voilà, c'est pas très difficile à avoir. Bien. Alors maintenant, si je veux avoir la convergence de la suite de fonctions, en fait, on se rend compte qu'on doit étudier une suite assez particulière en prenant un x qui est dans un segment 0,1 ouvert. D'accord ? Donc on peut partir comme ça, donc soit x élément dans 0,1 ouvert, étudions la suite définie par deux points. U0 égale x et un plus 1 est égal à phi de un. On pourra alors constater alors que un, c'est bien phi
n calculé en x, à condition qu'on considère que phi0 c'est l'identité hein, au besoin. Hop. Donc voilà, on a assez clairement cette propriété-là, parce qu'on on compose sans arrêt par phi, voilà. Et puis ben, ça, c'est le type de suite qu'on rencontre également en première année de classe préparatoire. Vous devriez savoir des choses pour en déduire la convergence d'une telle suite. On peut alors constater qu'à partir du moment où on travaille avec n supérieur ou égal à 1, on va avoir que un est toujours compris entre 0 et 1,5, 0 exclu. Donc, première chose à constater, c'est la suivante. Donc, on a, par ce qui précède, et par récurrence évidente, de point que pour tout n entier naturel non nul, je vais commencer à entier naturel non nul, un est un élément qui va être dans 0, 1,5. Ça, c'est la première chose qu'on peut constater assez rapidement, étant donné que dès qu'on applique phi une seule fois, donc si on part de U0, peu importe où il se trouve entre 0 et 1, à la fin on va se retrouver là-dedans. Étant donné que mon x est compris entre 0 et 1 strict, on sait que l'image de ce x va être strictement positif, okay, puisque ça vaut 0 que si x était égal à 0 ou 1. Donc voilà pourquoi ça va être strictement positif. Et puis le maximum qu'on puisse atteindre, c'est 1,5. Deuxième chose qu'on peut constater, hein, je commençais à le dire, c'est que la suite un hop là, est croissante. Ok, cette suite elle est croissante. Pourquoi? Parce que vous avez que phi de x moins x, donc elle est croissante à partir de n supérieur ou égal à 1 quand même. Mais elle est croissante puisque à partir du moment où vous travaillez entre 0 et 1,5, vous pouvez constater que phi de un va être plus grand que un, hein, étant donné que phi de x moins x, eh bien c'est bien positif entre 0 et 1,5. Donc ça permet directement de dire que cette suite-là va être croissante. Donc, très bien. Donc on a une suite croissante bornée, donc en particulier majorée, ça permet de conclure. Donc, par convergence monotone si vous voulez. La suite un converge. Alors maintenant, ça converge vers quoi? Eh bien, on a une fonction phi qui est polynomiale. De toute façon, la fonction phi par laquelle on compose, oui, c'est un polynôme second degré. Donc c'est une fonction qui est continue, tout va bien. Et donc, quand on a une convergence de suite comme ça, eh bien ça veut dire que la limite de cette suite, ça va être nécessairement un point fixe de la fonction phi. Donc, et là, c'est là encore une fois où on voit l'intérêt d'avoir étudié phi de x moins x. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire constater, mais il y a aussi 0. Hein, en 0, ça fait 0, bien sûr. Donc je vais le mettre quand même. Je vais effacer ce que j'ai écrit là. Hop. Histoire d'avoir un peu de place. Donc, voilà. Et donc, ce que je commençais à dire, c'est que, étant donné que phi est continu sur 0, 1, la suite un admet pour limite un point fixe de phi. Et les points fixes, c'est 0 ou 1,5. Donc on peut constater que alors la limite en question, donc la limite admet pour limite, on va l'appeler n. Donc ainsi, L vaut 0 ou L vaut 1,5. Est-ce que L peut valoir 0? Non, on a une suite qui est croissante et dont le premier terme, hein, si on regarde U1, pas U0, mais si on commence avec U1, U1 est strictement plus grand que 0. Donc or, pour tout n entier naturel non nul, on sait que un est plus grand ou égal à U1 qui est strictement plus grand que 0. Donc, la limite ne peut pas être égale à 0. Il suffit de prendre epsilon. Hein, si on voulait avoir la convergence, on pourrait réécrire en disant pour tout epsilon, blablabla. Bla, bla. Si vous prenez en particulier epsilon égale U1 divisé par 2, eh bien vous arriverez à une contradiction puisque un moins 0, donc en valeur absolue, sera plus grand strict que U1 sur 2. Quoi. Donc voilà. Donc c'est assez facile de se rendre compte que la limite ne peut pas être égale à 0. Par conséquent, la limite vaut 1,5. Et on a gagné
on a la convergence simple, mesdames et messieurs. Donc, ainsi, L égale 1,5, et on vient de démontrer que pour tout x dans 0,1, donc en fait on a fait un peu mieux que ce qui était attendu, on a démontré en fait que sur n'importe quel x du segment 0,1, on a une convergence uniforme, une simple, pardon, vers la fonction 1,5, la fonction constante égale 1,5. Puisque ce truc-là, si je regarde la suite des phi n de x, je vais peut-être l'écrire comme ça, phi n de x quand n tend vers l'infini, ça va être 1,5. D'où CVS vers la fonction qui a x associe 1,5. Voilà, donc ça c'est fait, on vient de répondre à cette question 2A. Maintenant il va falloir aller un tout petit peu plus loin pour en conclure la convergence uniforme sur le segment AB. Et là ça va être très important de se restreindre sur le segment AB. Donc je vais maintenant effacer, je vais essayer de garder encore les deux tableaux parce que ça pourrait être utile. Je réfléchis si j'en ai encore vraiment besoin. Bon, je pense que j'en ai un petit peu besoin de celui-là. Peut-être plus forcément le signe. Bon, je vais peut-être garder. Je vais garder les deux tableaux dans le doute. Hop. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour sur la vidéo s'il y a 2-3 choses que vous voulez relire. Hop. Donc 2B. Maintenant, on va s'attarder à la convergence uniforme. Bon. Alors pour la convergence uniforme, on peut constater d'abord que phi du segment AB, ça va être un segment, étant donné que phi est une fonction continue, hein, c'est pour ainsi dire le théorème des valeurs intermédiaires qui permet de le dire. Donc on va se retrouver avec un segment CD, et ce segment CD il est inclus dans le segment 0, 1,5 comme ceci, 0 non pris. D'accord, donc déjà il faut constater ça, hein, donc ça vient de la continuité ici. Et ça vient de l'étude de fonctions. Ainsi, donc si on regarde phi de x, phi n de x, étant donné que phi est croissante, hein, donc, étant donné que phi est croissante, encore une fois par récurrence évidente, encore une fois si vous voulez faire le détail, je vous laisse le soin de le faire, donc par récurrence évidente, on peut démontrer que pour n'importe quel x dans le segment, ouais, je me vais mettre le segment AB, et pour tout n appartenant aux entiers naturels non nuls, on a que phi de x, phi n de x, est inférieur ou égal, donc il va être compris entre phi n moins 1 de c et tout simplement phi, je vais y arriver, pas phi, tout simplement 1,5, je vais mettre 1,5, voilà, c'est ça que je veux faire, 1,5. Voilà. Donc là, ces inégalités-là, ça s'obtient assez rapidement, puisque bon, pour n égale 1, vous avez phi de x, et comme on vient de le dire ici, phi de x est dans ce segment, donc en particulier, il est bien plus grand que c, et plus petit qu'1,5, ça va sans dire. Et puis après, par récurrence, si vous réappliquez phi, étant donné que vous avez une fonction phi qui est croissante, si vous avez une inégalité dans un sens, alors vous préservez cette inégalité dans le même sens en appliquant phi. Donc voilà comment la récurrence va fonctionner. Donc on en arrive avec ça, ok. Et donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste enlever 1,5 et mettre des valeurs absolues. Donc ce que je vais obtenir, c'est la chose suivante. Ainsi, phi n de x moins 1,5 en valeur absolue est inférieur ou égal à phi n moins 1 de c moins 1,5. Et ce pour tout x dans l'intervalle AB. Là, j'ai une majoration qui ne fait pas du tout intervenir x, donc je vais pouvoir passer à la borne sup. Je vous rappelle que pour avoir la convergence uniforme, il faut que je regarde la borne sup de cette chose-là, de cette soustraction-là, et m'assurer que cette chose-là tende vers 0 quand n tend vers l'infini. Chose qui va être assurée grâce à la convergence simple. D'ailleurs, c'est assez étonnant d'avoir une convergence uniforme qui va être impliquée par une convergence simple, parce que généralement c'est dans l'autre sens que ça se produit. Mais là, de manière assez rigolote, nous avons la convergence simple qui va appliquer la convergence uniforme. Donc, ainsi,
la norme infinie de phi n moins 1 demi. Je me permets d'utiliser 1 demi, même si c'est la fonction normalement qui vaut toujours 1 demi. Hein, c'est ça que j'entends ici. Donc la norme infinie de cette chose est inférieure ou égale à la valeur absolue de phi n moins 1 de c moins 1 demi. Et comme c est dans cet intervalle-là, je vais dire dans ce segment, mais c'est pas un segment, donc dans cet intervalle-là, phi n moins 1 de c, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Pas vers 0, vers 1 demi. C'est plutôt la soustraction qui va donc tendre vers 0, hein, puisque évidemment la valeur absolue c'est une fonction continue, hein, j'ose espérer que vous êtes d'accord avec moi. Donc bah, ceci va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et donc par du simple gendarme, si je puis dire, comme ce truc-là c'est toujours positif, alors on est assuré que phi n moins 1 demi, quand n tend vers l'infini, tend vers 0. Donc, en effet, la norme de phi n moins 1 demi, toujours une fois, alors quand je parle de norme infinie, qu'on soit bien d'accord, c'est sur le segment AB, hein, bien évidemment. Ok, bah ce truc-là, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Ça ne serait pas le cas si on prenait en compte 0 ou 1, et pareil si on avait pris des intervalles ouverts, puisque malheureusement, les sup seraient atteints en 0 ou en 1, et ces sup, ce serait égal à 1 demi. Donc ça ne tendrait jamais vers 0 si on s'approchait de 0, si on s'approchait de 1. C'est pour ça que ça a vraiment une importance capitale de se restreindre à un segment de cette forme-là. Sinon ça ne marche plus. Bon voilà, bah, j'ai terminé donc, ça y est. On a donc que la suite phi n converge uniformément. Oh, bah, je peux peut-être effacer la barre. Maintenant on a fait les deux premières parties, on est content. Hop. Juste, on va avoir besoin de l'ensemble des nombres diadiques d'ici peu de temps. Je pense que ça sera pour la partie 3b, si je dis pas de bêtises. Hop. Oui, c'est bien pour la partie 3b. Donc, phi n cvu vers la fonction qui a x associe 1 demi sur le segment AB. Bon voilà, ça c'est chose faite. Alors maintenant, on va regarder la question 3a. Donc on veut s'intéresser à l'ensemble des limites uniformes de fonctions polynomiales, donc à coefficient entier. On veut montrer que cet ensemble Z est stable par plus et par fois. J'aimerais d'abord vous signaler, vous rappeler que si vous avez une suite de fonctions continues qui convergent uniformément sur un segment, alors la limite en question va également être continue. D'accord ? Je me permets d'appuyer ça. Donc, étant donné, car ça va être utile quand même en partie pour la suite, donc ça je vais peut-être le mettre en 3 tout court. Donc, étant donné qu'une suite de fonctions continues sur AB convergeant uniformément vers F sur AB donne F continu sur AB à valeur réelle, on a que notre ensemble Z est inclus dans l'ensemble des fonctions continues sur AB à valeur réelle. Quand même, hein, puisque les fonctions polynomiales, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que c'est bien des fonctions continues sur le segment AB à valeur réelle. Bien, ceci maintenant étant dit, on va vraiment s'attaquer à la question 3 et montrer la stabilité par somme et par produit. C'est pas très difficile, hein, il y a quand même, bon, disons, il y a quand même une mini difficulté, mais en soi, c'est pas très difficile à condition que vous ayez le bon guess pour dire quelle va être en fait la suite de fonctions que vous pouvez construire à partir du moment où vous avez deux suites de fonctions polynomiales qui tendent vers f et vers g. Une fois que vous avez ça, ça va normalement tout seul. Donc 3a, soit f et g deux fonctions de z, considérons Pn, la suite de fonctions qui convergent uniformément vers f, avec Pn polynomial, à coefficient entier, voilà. Nous avons aussi la suite Qn qui tend vers la fonction g
de manière aussi uniforme, avec Qn pareil, suite de fonctions polynomiales à coefficient entier, ok. Et donc, bah, qu'en est-il de plus G? Ok. Bon, bah, ce qu'il en est, c'est la chose suivante. On va regarder alors la norme infinie de f plus g moins pn plus pq, enfin plus qn, pardon. Voilà, tac, tac. Toujours sur le segment AB, bien sûr. Donc ceci, bah, je peux faire une majoration assez triviale en utilisant l'inégalité triangulaire par f moins pn, norme infinie, plus g moins qn. Et je pense que c'est assez clair que ce truc-là, par hypothèse, tend vers 0 quand n tend vers l'infini, et pareil pour cette chose-là. Par conséquent, la norme qu'on regardait au départ, elle tend également vers 0. Ainsi, Pn plus Qn, comme espéré, tend vers f plus g, uniformément. Et donc cela permet de conclure que f plus g, c'est bien un élément dans Z. Donc voilà, on vient de montrer la stabilité par somme. Maintenant, la stabilité par produit, bah, ça va être un peu la même chose, sauf que là, il va y avoir une petite nuance, en tout cas une petite subtilité à laquelle il va falloir faire attention. Donc, bon, bah, on se doute que f fois g va tendre vers Pn fois Qn. Mais la question, c'est comment faire en sorte que tout ça marche. Et bien, pour que ça marche, il faut passer par un petit intermédiaire où l'une des deux convergences uniformes est faite, mais pas l'autre. Et en faisant ça, bah, on va s'en sortir. Et donc là, par exemple, bon, on a le choix. Là, par exemple, je vais faire comme si f n'était pas encore atteinte. Donc, on va dire qu'on a Pn. Et puis, de l'autre côté, on va dire qu'on a la fonction g. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que cette chose-là, je vais la réécrire comme norme infinie de f fois g moins, du coup, Pn fois g plus Pn fois g. Oui, c'est ça. Ensuite, moins Pn fois Qn. Voilà, pour l'instant, rien de folichon, mais quand même, il fallait penser à faire cette petite chose, cette petite manipulation pour pouvoir simplifier ce qui va suivre. Donc là, maintenant, je vais utiliser une égalité triangulaire en regardant cette chose-là et cette chose-là. Donc on va avoir inférieur ou égal à norme de f fois g moins Pn fois g. Et ensuite, plus la norme infinie de Pn fois g plus moins Pn fois Qn. Et puis là, bah, on peut utiliser le fait que G soit en facteur de ces deux termes-là, et puis bon, bah, utiliser la valeur absolue. Donc si on était passé avec des valeurs absolues, c'est vrai que là, si je voulais faire attention à la subtilité, il faudrait que je pense à repasser par la valeur absolue et faire constater que la valeur absolue se comporte bien avec le produit. D'accord, valeur absolue de x fois y, c'est valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Et donc au passage à la borne supérieure, on va avoir une majoration par le produit des normes. Donc ça va me permettre en effet de dire que on a inférieur ou égal ici à la norme de G fois la norme de F moins Pn, plus ici la norme de Pn fois la norme de G moins Qn. Bien, alors on a que cette chose-là tend vers 0 quand n tend vers l'infini. G étant une fonction continue sur le segment AB, ce truc-là c'est bien borné. Donc est bien défini, pas de souci. Ici, pareil, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et là, on peut avoir un petit peu peur, parce que là, on a une suite Pn, on est en train de faire une suite de normes infinies sur la suite Pn. A priori, pour n'importe quelle suite de fonctions, il se peut que ça se comporte pas très bien. Mais le truc, c'est qu'on sait déjà que la suite Pn converge uniformément vers f, qui est une fonction continue. Par conséquent, la suite de normes ici, eh ben, c'est aussi borné. Cette chose-là, elle est bornée. Donc borné, et donc là ça vient du fait que Pn converge uniformément vers f. Et donc grâce à ça, vous pouvez utiliser le fait que la norme de f moins Pn, ça peut être majoré par un certain epsilon que vous pouvez choisir au préalable, disons epsilon égale 1, et en faisant ça, vous pouvez assurer que la norme de Pn va être inférieure à la norme de f plus 1, quoi. Voilà, essentiellement ça va être ça l'idée. À partir d'un certain rang, bien sûr. Mais bon, peu importe, que ce soit à partir d'un certain rang ou pas, de toute façon, on a alors cette suite-là qui est bornée. On est content, donc on va avoir un truc borné fois un truc qui tend vers 0, donc ça tend vers 0. Un truc borné fois un truc qui tend vers 0, ça aussi ça tend vers 0. Conclusion, tout le truc là
tend vers 0, ce qui permet d'affirmer que f fois g, c'est bien la limite uniforme de Pn fois Qn. Donc, ainsi, Pn fois Qn converge uniformément vers f fois g, et ça permet de conclure que f fois g est également dans Z. Bien, alors il est temps de conclure avec tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Et en utilisant bien sûr le théorème de Stone-Weierstrass. Hop, à la toute fin de tout cela. Donc 3b. À la fin de tout ça, en fait, on va être capable de montrer que les fonctions constantes égales à un réel fixé, peu importe le réel que vous choisissez, eh bien, c'est atteint par une limite, donc par une suite de fonctions polynomiales à coefficient entier. Et c'est atteint en limite uniforme. Donc on va essayer de démontrer ça, en effet. Donc montrons que pour n'importe quel alpha réel, la fonction x associe alpha est bien une fonction de z. Donc bien sûr, encore une fois, fonction juste définie dans le segment AB. Sur AB. Alors pour cela, je vous fais constater qu'on peut atteindre n'importe quelle fonction dyadique. D'accord ? Donc je vais commencer par ça, par n'importe quelle fonction constante où la constante est un nombre dyadique. Donc d'après... Je vais commencer par faire remarquer que d'après 2b, on sait que la fonction qui a x associe 1/2, c'est dans z. Puisque la suite de fonctions qu'on a étudiées, car les composés phi n, là, ce sont des fonctions polynomiales à coefficient entier. Pas très difficile de le démontrer, vous pouvez le démontrer par récurrence, pareil, récurrence assez évidente. Vous avez phi1 qui est clairement un polynôme à coefficient entier, et puis par composition de deux fonctions polynomiales à coefficient entier donne encore une fois un polynôme à coefficient entier. C'est pas très difficile de s'en persuader. Donc voilà, ça c'est gagné. Ça vient essentiellement du fait que z est un anneau, bien sûr, c'est stable par somme et par produit. Bien, donc, ok, ça on est content. Et puis d'après la question 3a, pardon, donc, et d'après 3a, on a alors que les fonctions qui s'écrivent comme ceci, fonction constante qui a x associe cette chose-là, ça appartient à z, pour n'importe quel m dans z, et pour n'importe quel s entier naturel. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de faire des produits de 1/2, puis ensuite de multiplier par le bon entier, par exemple, un entier positif ou négatif, m. Un entier, c'est bien une suite de fonctions polynomiales, puisque c'est directement un polynôme, c'est une constante, c'est une fonction polynomiale à coefficient entier, juste la fonction qui a x associe m. Et donc ça c'est bien une suite, une limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales. Il suffit de prendre la suite de fonctions comme étant constante égale à la fonction en question. Pas si difficile que ça, il faut juste l'écrire, mais c'est pas si difficile. Donc voilà, ça veut dire alors qu'on est capable d'atteindre n'importe quel nombre dyadique, d'accord ? Donc voilà, ça c'est les nombres dyadiques. Et là on peut utiliser la question 1, donc or, d'après 1, on sait que l'ensemble des nombres dyadiques, je rappelle la notation, donc 2 puissance s avec m entier dans z et s entier naturel, eh bien c'est dense dans R, je rappelle, muni de la valeur absolue. Hop. Là ici je le réécris, mais muni de la valeur absolue. Ce qui veut dire que comme toutes nos opérations dépendent de valeur absolue, de calcul de valeur absolue, puisque là ici des normes infinies entre des entiers, bon j'espère que vous êtes d'accord avec moi, ça aussi, c'est juste des valeurs absolues, donc des subs de valeur absolue bien sûr, mais si on fait des fonctions constantes, c'est juste des valeurs absolues. Bon voilà, donc grâce à la question 1, en plus de tout ce qu'on a fait juste avant, on peut affirmer que n'importe quel réel est atteint. Donc, on conclut que pour n'importe quel alpha réel, en effet, la fonction qui a x associe alpha, c'est bien une fonction qui va être dans Z rond.
Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous invite fortement notamment à faire ce petit détail qui, bon, en vrai ne paye vraiment pas de mine. Il faut juste dire, bah ok, vous savez que D est dans R, donc vous pouvez construire une suite d'éléments de D qui tend vers R. Mais de plus, vous savez que D, ce sont des éléments de Z, donc vous pouvez construire des suites de fonctions polynomiales qui tendent uniformément vers les éléments de chacune des suites. Et donc en faisant ça, bah, vous pouvez assurer que vous pouvez construire une suite de fonctions polynomiales qui va tendre vers alpha, ou alors juste utiliser la densité de manière générale pour n'importe quelle boule centrée en la fonction qui est ici de rayon, bah, le epsilon que vous choisissez, vous pouvez vous assurer qu'il y a bien une fonction polynomiale à coefficient entier qui va se retrouver à une distance plus petite que epsilon. Voilà, hein, vous pouvez le faire comme ça, peu importe la méthode, vous allez vous en sortir pour démontrer cette conclusion à partir donc de cette densité et des autres choses que nous avons dit précédemment. Alors maintenant que j'ai dit ça, bah, je pense qu'il est assez clair qu'aussi n'importe quelle fonction polynomiale à coefficient entier est également dans Z. Donc, de plus, n'importe quelle fonction polynomiale à coefficient entier et dans Z ronde par multiplication toute fonction, bah, multiplication et somme hein, éventuellement, hein. Hop. Toute fonction polynomiale à coefficient réel et limite, enfin et dans Z. Ah, donc, par exemple, vous pouvez très bien prendre la fonction juste x, puis après la multiplier par le réel que vous choisissez, et puis bah, après bah, voilà, vous avez alpha x, et alpha x bah, c'est bien atteint par une suite de fonctions polynomiales, puisque bah, on a dit dans la question 3a que nous avions stabilité par le produit. Vous pouvez ensuite multiplier par n'importe quelle puissance de x, hein, vous pouvez aussi multiplier par n'importe quel réel, vous pouvez faire n'importe quelle addition que vous voulez, et vous allez conclure en fait qu'on atteint n'importe quel polynôme réel. Ok. Donc bon, voilà, encore une fois, si vous voulez rentrer dans les détails, je vous laisse le soin d'essayer de le faire. C'est pas très difficile, encore une fois, c'est pour ça que je balance directement les phrases qui vous permettent d'avancer dans le raisonnement, mais bon voilà, si vous avez besoin de faire un peu de détails, n'hésitez pas à le faire. Mais c'est pas très difficile à démontrer. Et puis bon, bah, maintenant qu'on en est là, on utilise alors le théorème de Stone-Weierstrass pour conclure. Donc, or, d'après Stone-Weierstrass, on sait que toute fonction continue et limite uniforme donc continue sur AB, bien sûr, et limite uniforme d'éléments de Z, on a alors que finalement Z, c'est bien l'ensemble des fonctions continues sur le segment AB à valeur réelle. Ceci donc conclut la preuve. Bon voilà, bah, c'est un très joli exercice, hein. En tout cas je trouve que voilà, c'est assez étonnant, en tout cas par rapport à d'autres types d'exercices qu'on a pu voir auparavant. C'est assez étonnant de voir un exercice qui se résout grâce justement à un cas particulier. Là on a étudié un cas particulier qui nous permettait d'établir une convergence uniforme sur la fonction constante égale à 1,5, et à partir de ça et des stabilités par produit, par somme, on est capable de s'en sortir et d'avoir en fait n'importe quelle fonction constante. Ça paraît vraiment très bizarre hein, de faire juste ça, juste les fonctions constantes, mais à vrai dire, bah, ça fait complètement sens, puisqu'on savait déjà d'office que n'importe quelle fonction polynomiale devait apparaître comme limite uniforme, puisque si je prends une fonction polynomiale à coefficient entier, c'est assez clair en prenant la suite de fonctions constantes égale à la fonction polynomiale que je veux, que j'arrive à avoir ce que je veux, donc la limite uniforme que l'on souhaite. Donc c'était assez clair que l'ensemble Z dans lequel on travaillait contenait les fonctions polynomiales. La seule chose qui était beaucoup moins évidente, c'est de voir qu'on atteignait n'importe quel réel.
Et donc bah, grâce à tout le travail qui a été fourni dans la partie 2 et dans cette partie, début de partie 3, on a été capable en fait finalement de mettre en avant qu'en fait bah, à partir du moment où on a réussi à montrer qu'il y a tous les réels et en fait tous les polynômes à coefficient entier, alors on peut faire tous les polynômes à coefficient réel et donc utiliser Stone Valeur Chart pour conclure. Voilà. Alors quelques petites discussions que j'aimerais amener avant de conclure totalement cet exercice. La première discussion que j'aimerais amener, c'est d'abord, si vous travaillez dans un segment avec un entier qui est dans ce segment, et ben vous allez très vite tomber dans un problème. En effet, donc, si j'avais pris un segment AB tel que l'intersection avec les entiers Z bah, était non vide, bon bah prenons K, un entier dans cette intersection, et considérons F, pardon, pas F, considérons une suite Pn de fonctions polynomiales à coefficient, encore une fois, entier, qui convergent uniformément vers une fonction F, ok, sur AB bien sûr. Bon, alors, bah, si je prends ce genre de choses, vous allez voir qu'il va y avoir un problème, notamment si je calcule cette suite de P de N en K. Car en effet, bah, la suite Pn de K, bah, c'est une suite d'éléments dans Z. Et Z, bah, c'est un fermé. D'accord, bon, ça, c'est un exercice que nous avons fait il y a longtemps d'ailleurs, c'était le petit exo de colle numéro 2, si ma mémoire est exacte. Si je me suis planté, bon, je le mettrai en référence de toute façon en description. C'était le petit exo de code numéro 2, il me semble. Donc comme Z est fermé, ça veut dire que la limite de cette suite de fonctions, qui, on sait déjà, converge, doit être dans Z. Donc ainsi, F de K doit être dans Z. Bon voilà, et bien là vous voyez tout de suite qu'il y a une condition importante pour s'assurer, pour espérer en tout cas s'assurer d'une convergence comme on le souhaite, c'est que la fonction soit à valeur entière dans les entiers. Et donc bah, à partir du moment où on a une fonction qui n'atteint pas une valeur entière en les entiers, donc par exemple quand f de 1 bah, c'est pas égal à 1 ou à n'importe quel entier c'est peut-être égal à 1,5 par exemple, bah, à partir de là, c'est fini, on n'a plus de convergence uniforme comme on le souhaiterait. Donc voilà, ceci permet de montrer qu'on n'atteint pas n'importe quelle fonction continue sur le segment AB. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous faire constater. Donc je vais juste l'écrire hein, maintenant que je l'ai dit. Donc d'après ce qu'on vient de faire. Alors, dans ce cas, Z ne peut pas être égal à toutes les fonctions continues car il existe des fonctions f. Donc par exemple la fonction 1,5 quoi, je vais directement dire ça, car la fonction x associe 1,5 ne serait pas dans Z, d'après ce que je viens de dire précédemment. Bon, et puis à vrai dire, c'est encore pire que ça. En fait, ce qui va se produire, et bon là c'est un résultat beaucoup plus compliqué, ça me demanderait encore plus de temps pour le faire, mais j'aimerais quand même vous piquer la curiosité parce que je trouve que c'est très intéressant comme résultat, mais pas du tout évident à démontrer. C'est si j'avais la longueur du segment que j'étudie trop grand. Donc si B-A par exemple, et donc là en fait c'est le théorème ou l'énoncé du théorème se fait pour B-A plus grand que 4, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, plus grand que 4, mais voilà. Donc à partir du moment où on a ça, et ben malheureusement l'ensemble Z, ça va être tout simplement l'ensemble des fonctions polynomiales à coefficient entier. Donc c'est encore pire que ça, que juste demander, parce que là a priori, quand on voit ça, on se dit, bon, si on prend une fonction qui, en les valeurs entières, donc si je dis qu'en K entier relatif, f de K doit être aussi un entier relatif, on pourrait commencer à se dire, bon, il y a peut-être encore moyen de s'en sortir. Malheureusement, c'est bien pire si le segment est trop grand. Si le segment dans lequel on travaille est trop grand,
Eh bien en fait, on n'atteindra jamais une fonction autre qu'une fonction polynomiale à coefficient entier. Ça demande beaucoup de choses à faire, probablement des connaissances un peu au-delà, hein, en tout cas de ma mémoire, hein, des connaissances un peu au-delà de la deuxième année de classe préparatoire, mais je voulais vous titiller un peu l'esprit, vous piquer la curiosité pour vous dire, bah voilà, ce résultat qui est un peu surprenant, qui vous dit, bah malheureusement ça va vraiment très mal se passer si votre segment est trop grand. Mais bon voilà, bah, si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil à ce résultat, vous pourrez toujours aller jeter un coup d'œil. Je pourrais mettre en référence un endroit où vous pourrez retrouver ce résultat. Mais voilà, je pense que c'est assez joli à savoir. Et donc bon voilà, la première partie est assez facile à comprendre, de se dire oui, bah il faut que les valeurs entières ça doit être un entier. Mais là, cette partie-là où on dit on pourra avoir rien d'autre que des fonctions polynomiales à coefficient entier si le segment, la longueur du segment est trop grand. Ça, je trouve que c'est très surprenant, et donc bon, bah, voilà, je vous inviterai fortement à aller jeter un coup d'œil si le cœur vous en dit. Bref, bah, je vais m'arrêter ici, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!